C'est parti? Alors, bonjour, je suis vraiment contente de pouvoir témoigner et donner un petit peu de touche lumineuse auprès de vous tous. Donc, merci à Elisabeth et Isabelle, vraiment, des personnes formidables. Alors, qui je suis? Alors, pour certaines, peut-être qu'on me connaît un petit peu, mais je, je suis chanteuse, je chante depuis plus de 25 ans. J'ai appris à chanter à Orléans, au conservatoire. Et puis de la vie, j'ai appris à diriger, j'ai suivi un cours de direction de chœur. Donc ça, c'était avant la maladie. Donc j'avais des notions de chorale, je chantais à la maîtrise, donc c'était assez fort. C'est un peu comme à la maîtrise de Radio France, sauf que c'était à Orléans, avec le directeur de l'époque, Tony Ramone, qui après est passé à la direction pour la maîtrise de Radio France. Voilà, une bonne base. Donc, je chantais, tout allait bien. Il y avait des projets qui prenaient forme au fil des années 2004, dirigeant la chorale de la ville de Paris, des agents de la ville. Donc, j'ai engagé des techniques vocales que je connaissais. Et puis, en 2008, il y a eu un petit coup qui est arrivé assez violemment. J'ai eu une paralysie à 90% de mon corps qui s'est arrêté au niveau du cou. Donc, du jour au lendemain, enfin en 24 heures, donc petit à petit, des fouillements qui se sont déclarés. Au départ, je me suis dit, oh, bah, c'est lié à mon énergie, à ce que je fais, ce que je chante, ce que je mets aussi en œuvre. Donc, j'étais chef de chœur, enfin, je suis toujours, hein, mais j'étais chef de chœur et à la fois j'avais un emploi à temps plein à la ville de Paris administratif, ce qui me permettait de vivre aussi un peu mieux. Et d'un seul coup, bah, paf, on ne peut plus bouger, on peut plus rester, on ne peut plus être active. Et je ne savais pas ce que j'avais. Donc, j'ai réussi à me traîner pour aller voir le médecin par le biais d'une amie qui m'a tiré les papates. Et il a fallu attendre 18 mois pour avoir enfin le mot, la sclérose en plaques qui a qui a été officialisée, qui était devenue officielle. Et à partir de là, il fallait que je me rééduque, il fallait que je prenne il fallait que je me redynamise, retrouver une dynamique. J'étais suivie avec un suivi kiné habituel. Et puis au niveau vocal, je n'étais pas encore atteinte, on va dire. Donc ça allait, j'arrivais à parler, heureusement, le visage était encore bon. Donc ça, c'était en 2008. Et petit à petit, au fil de mes 14 poussées, j'en ai eu une bonne dizaine, bonne prise, voilà, un bon ballon, on va dire. Là, je passe les années, donc là, j'essaye de vivre avec, d'améliorer, de rééduquer, de réécrire, parce que je ne pouvais plus réécrire. Je pouvais plus, je sentais plus rien, plus de chaud, plus de froid. Je savais même pas. En fait, je me brûlais sans m'en rendre compte. Enfin, voilà, des choses compliquées, le fait de porter une tasse, etc. Et puis, en 2014, j'ai eu une poussée virulente puisque j'ai eu 7 syndromes de sclérose en plaques. Donc 7 symptômes, 7 syndromes en une poussée. Donc là, c'est pire, c'est mieux que le shampoing 2 en 1, c'est 7 en 1. C'est-à-dire qu'il y a eu l'attaque, il y a eu, alors c'est là, j'ai un sourire, hein, je suis comme ça. J'ai eu une atteinte cérébelleuse, donc évidemment, je n'arrivais plus à retrouver mon équilibre. Je marchais un peu comme ça, donc je tanguais régulièrement. J'avais évidemment les jambes qui étaient prises, donc fauteuil roulant, voilà, fallait se débrouiller pour me trouver un fauteuil à l'occasion. Donc j'étais paralysée quasiment. Et puis surtout, il y a eu l'atteinte des mains, la totale, un peu comme ce que j'avais avant, mais j'ai eu une atteinte au niveau du visage et au niveau du cou, un petit peu au cou. Mais heureusement, les cordes vocales n'ont pas été touchées. Par contre, lorsque j'étais à l'hôpital pour des perfusions, l'infirmière est venue me voir et un médecin, évidemment, j'ai avec tout le groupe. Hein, et il y en a une personne, je ne sais plus si c'était un médecin, il m'a dit, bah voilà, à quelques centimètres près, vous auriez pu être atteinte aux cordes vocales. Donc c'est un autre nerf. Alors,
Je ne connais pas tous les termes, évidemment, médicaux. Je ne sais pas où ils appellent les nerfs, mais il y a un nerf qui n'est pas très loin, qui remonte au niveau du visage. Alors, je ne sais plus lequel. Et alors là, atteinte. Et alors, je le fais, hein, c'est pas pour me. Voilà, je vous montre comment j'étais. Voilà, c'était de la mélasse, de la grosse mélasse. Et je lui dis, qu'est-ce que je vais faire? Je peux même pas faire ça. Je dis, alors je rentre chez moi parce que je vis seule à la maison. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir gérer? Alors, j'ai évidemment, pour demander une baguette de pain, non, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Alors, j'ai réussi à obtenir une ordonnance. Déjà, une ordonnance, c'est compliqué. Pour voir une orthophoniste, on m'a dit, il faut que tu ailles voir une orthophoniste, hein. Tu ne vas pas rester comme ça, hein. Alors, je vais la voir. J'exagère un peu, mais évidemment, j'avais une paralysie. Alors, ça se voit encore un peu parfois. Je peux tirer lorsque je suis un peu pas tendue, mais un peu, voilà, un peu intimidée. On voit un petit peu la paralysie qui revient légèrement. Mais là, elle me fait pas de. Non, c'est tout le contraire, c'est ici. Donc, moi, ça me dérange pas. Ça fait un sourire, c'est sympa, ça fait Joker, quoi. Mais alors donc, il fallait détendre le visage parce qu'il était en fait tendu à l'intérieur. Mais à l'époque, je n'avais pas encore de douleur. J'avais quelques douleurs, mais c'était musculaire, c'était vraiment en profondeur. Et je me suis dit, mais comment je vais parler comme... Parce que mes cordes vocales étaient bonnes. Heureusement, il y avait du son. La langue, elle était bonne. Donc, merci. Enfin, je dis merci. Mais heureusement que j'avais ma langue et mon larynx. Je dis, bah, il faut que j'essaye de parler. Et le chant a commencé à devenir une thérapie parce que je me suis rendu compte, je dis, comment je vais demander une baguette de pain? Voilà, une baguette de pain. Alors, si je reste dans une baguette de pain, au niveau du son, j'utilise un peu trop les muscles du bas. Alors, moi, je n'ai pas le vocabulaire exact du visage. Il y en a tellement. Hein. Il y a beaucoup de muscles au visage, hein, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, au lieu d'utiliser les muscles du bas qui me font à moitié mal, je vais essayer d'utiliser un petit peu les résonances, les résonateurs du haut. Mais je me suis dit, si j'utilise des résonateurs du haut, il faut que je chante. Ça va faire un peu cucu, là. Alors, je me suis décidée à chanter un peu comme les films de Jacques Demy. Bonjour, je voudrais une baguette de pain, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, je voudrais traverser la rue, s'il vous plaît. Alors, j'ai travaillé à l'intérieur du visage. J'ai dit tant pis. Et ça fait un peu ventriloquie, en fait. Ça commençait déjà à activer un peu des zones résonateurs. Et puis surtout au niveau de la langue, j'ai musclé la langue. Je me suis forcée à muscler, à détendre. Et alors, je me suis mise à chanter. Bonjour, je vais prendre une ordonnance. Ça fait cucu. Mais au moins, j'avais trouvé déjà une démarche pour, euh, pour continuer de vivre tout simplement, continuer de parler, d'échanger, de communiquer. Parce que pour laisser un message à ses parents au répondeur, par exemple, pour dire que je vais bien, laisse tomber, hein. Les gens ne comprennent pas. Donc ça a duré environ 3 mois complets. Et avec l'orthophoniste, donc on a engagé un travail, alors un travail de la douceur. Si vous voulez, vous pouvez même le faire, c'est poser les mains sur le visage. C'est vraiment tout simplement poser les mains sur le visage. Et puis évidemment faire un humming. Relâcher le visage, essayer de devenir tout mou et sentir la résonance. Est-ce que ça résonne au même endroit? Ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Est-ce que ça résonne au même endroit, exactement pareil? Alors, comme il y a une paralysie, enfin à l'époque, les paralysies étaient fortes ici, donc forcément, je n'ai pas la même résonance. Alors dans ce cas-là, j'ai décidé de faire tourner un peu la résonance, comme si je faisais tourner le son.
je mets le son au niveau des lèvres. Si j'y arrive à faire ça déjà. Déjà faire ça. Déjà faire ça. Utiliser la résonance des résonateurs jusqu'au bout des lèvres. Et à partir de là, petit à petit, tous les matins et tous les soirs, donc on va dire 2 fois par jour, je me suis un peu auto-rééduquée forcément, mais réappris à ressentir mon visage, à me dire voilà, tu es là, tu es présent, tu me fais mal, ça fait mal, mais tu es là et c'est un peu comme une déclaration, pas forcément une déclaration d'amour, me dire tu es là, tu es présent, c'est actif, ça bouge un peu. Et comme disait mon médecin, si ça fourmille, c'est que tu es en vie. Et cette phrase, elle m'a accompagnée, elle m'accompagne encore. Tout simple. Si tu fourmilles, c'est que tu es en vie. C'est peut-être tout simple, mais c'est vraiment une renaissance. Et là, je me suis dit, mais oui, si je fourmille, bah, tant pis. C'est qu'elle est là, c'est qu'elle est présente, c'est qu'on essaye de réactiver ça. Si on ne peut pas réactiver, si ça fourmille, si ça fait des douleurs, bah, ça veut dire que le muscle, il est présent, il est là, il est vivant. Il est à moitié vivant, mais il est là. Il est là, il s'accroche. Alors, je me suis dit, bah, on va s'accrocher. Et au bout de 3 mois, alors attendez, excusez-moi, j'enlève mon... Voilà. Il y a des petites douleurs, évidemment, qui sont toujours présentes. Et au bout de 2 mois d'exploration, de détente, avec des petits exercices, ça, c'était mon premier exercice avec l'orthophoniste. C'est ouvrir la bouche et relâcher vite pour essayer de voilà. Mon premier travail, c'était ça. C'est donc gonfler légèrement les joues. Mais légèrement, si ça fait trop mal, on fait. Et on fait. Voilà. Ça, c'était le premier exercice. Et après, le deuxième exercice pour la langue, parce que certes, la langue était active, mais alors je ne sais pas comment s'appelle le terme, Elisabeth, je chuintais. Moi, c'est un peu comme la comédienne. Là. Comment ça s'appelle, Elisabeth? Je rallume mon micro. C'est un trouble de l'articulation, c'est-à-dire que tu avais ta langue qui venait se coincer entre les dents, donc soit en avant, soit sur les côtés. Et ça faisait ce qu'on appelle soit c'est un stigmatisme. Donc, alors, elle me disait, il faut que tu comptes toutes tes dents avec le bout de la langue. Alors là, je fais un peu exprès, j'extrapole, mais c'est intéressant finalement, même de le faire bouche fermée, ou bien tout simplement passer pour détendre cette zone. Voilà. Et donc, au fil des rendez-vous avec l'orthophoniste, donc de mémoire, au départ, j'en avais 2 par semaine. Et maintenant, elle me suit depuis 6 ans, tous les jeudis matins. Donc voilà, c'était son premier. Donc petit à petit, j'ai récupéré les notes parce que j'avais aussi un problème, j'avais un trouble qui s'est un petit peu résolu de mémoire, la mémoire nouvelle. Alors je ne sais plus comment, évidemment les termes, hein, je ne suis pas médecin, la mémoire nouvelle. Donc j'avais des problèmes évidemment, j'avais du mal à insérer les nouvelles informations. Alors je me suis créé un petit tiroir. Je vous montre, je vous montre des papiers. Eh ben non, j'en ai des papiers, hein, depuis 6 ans. Alors, il y en a des torgnoles, là. Donc voilà, ça c'est tous mes petits papiers. Donc bon, il y a des petites choses aussi. Mais voilà, c'est grâce à ça que j'arrive à gérer. Et je me suis créé un mur dans la salle de bain où j'ai mis des punaises et j'ai mis tous les petits exercices depuis 6 ans. Donc comme ça, si jamais je suis je suis fatiguée le soir, ou je mets ma crème et je suis fatiguée, ben je repense à tout ce travail de rééducation avec l'orthophoniste et avec aussi en symbiose avec moi. Voilà, ce sont des petits éléments qui me permettent de garder le sourire en me disant, ben voilà, il faut se souvenir qu'au début, là, j'étais comme une maguette de pain. Hein, bon, ça fait un peu de finesse, hein,
gna, gna. Et Louis de Funès, il m'a aidé. Les mimiques de Louis de Funès. Vous savez, il y a un moment dans un film, il fait et là ça, un peu comme un chien. Et là, quand je fais ça, évidemment, il y a la pression d'air qui se fait au niveau du ventre, la colonne d'air. Donc, je sors un son, évidemment, qui n'est pas très beau, hein, engagé. J'en ai marre, quoi. Donc, quand j'en ai marre, je fais Louis de Funès. Et là, évidemment, les muscles masséters sont ouverts, les mandibules, ouais. Voilà. Et là, c'est pas très beau à faire. Et bien là, ça dégage aussi mon psychisme. C'est physiologique, psychologique et voilà, physiologique et psychologique. J'arrive à l'idée. Et merci, et ça vient de Louis de Funès aussi, ces yeux-là, capter le regard de la personne, ben, je l'ai gardé pour mes chefs de chœur quand je dirige. Lorsqu'on arrive à la fin du morceau et lorsque je vois que ça détonne un peu, je les regarde, je fais yeah! Et tout de suite, il y a une phase d'humour qui se prépare, mais au moins ils savent qu'il faut être présent avec moi, présent avec les yeux aussi. Voilà. Voilà mes petites idées, mon engagement. Et puis, il y a eu aussi un massage que j'ai découvert par Internet un soir, parce qu'il y a eu quand j'ai eu ce problème au visage, et évidemment l'engagement, parler, manger, enfin voilà, vous imaginez toutes les conséquences délicates, parce que l'hôpital m'avait dit « Oh, ça va passer, ça passe hein. ». L'hôpital m'a dit, c'est aussi pas facile pour eux, hein. Ils m'ont dit « Oh, ça, c'est normal, c'est lié au bolus de corticoïdes ». Enfin, quand on a une poussée, on a des bolus, hein, des perfusions de cortisone, voilà, de la bonne cortisone, super cortisone. Donc forcément, il y a des effets indésirables qui se fixent. Et on m'a dit « Oh, c'est peut-être lié à ça, mais ça va passer ». Non, allez, 10 jours et on n'en parle plus. Sauf que ça a duré 2 ans. Donc, il y avait ce problème de visage sans trop de douleur, mais au fil des années, les douleurs au niveau des masséters. Et là, ce fut dramatique parce que la douleur s'installe, je retrouve mon articulation, j'ai commencé à articuler et là, j'étais heureuse, je dis waouh, rien que de faire, waouh, tous les muscles qui se mettent en route là. Waouh, 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 bonjour, oui, bonjour, oui. Comment on peut, voilà, engager le son. Mais quand on a mal, waouh, waouh, oh la vache, et là, on serre, la mâchoire s'est mise à se serrer, et là, et un jour, j'étais comme ça, je me suis dit, c'est génial, hein. Quand j'ai serre, manger. Et là, je me suis dit, mince, il y a un problème. Tout se serre, et là, j'ai dit, quand j'ai serre, pour boire, pour manger, chanter, là, ça va, ça roule quand même. Je me suis dit, là, et là, j'ai commencé à perdre du poids. Donc, j'ai un peu fondu ici au niveau du visage. Bon, bah voilà, ça fait un effet. C'est pas moche, hein. Mais par contre, le problème, c'était manger et boire. Alors, je me suis dit, mais comment vais-je faire? Je dis, je ne vais pas faire non plus la. Alors, je suis allée voir un orthodontiste. Je me rends compte tout ça parce que c'est quand même un sacré boulot. Un orthodontiste, il me dit, ah non, il suffit de mettre un petit réticule là, je vais vous montrer. C'est pas bon. On m'appelait Zézette au boulot. On m'appelait Zézette. Alors, je vous montre. Ça, c'est pas ça. J'en avais une. Excusez-moi. En gros, j'avais un petit dentier. Vous savez, quand on a des troubles, quand on fait du bruxisme, on a cru que je faisais du bruxisme. Bon, je ne vous montre pas, hein, c'est un appareil transparent. Bon, c'est pas très joli. Hein, voilà, je le vois de loin. Donc, on a cru que je faisais du bruxisme et en fait, c'était pas ça. C'était la maladie qui avait attaqué les muscles masséters et donc qui refermait la mâchoire. Et là, je me suis dit, oh, c'est génial. Hein, oh, c'est super. Hein.
D'autant plus que j'avais un concert 1 mois et demi plus tard au collège de Bernardin pour chanter Barbara et Charles Aznavour. Donc là, je me suis dit, c'est une catastrophe. Alors, je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Premièrement, pas déprimer. Je repense à mes années du début. Tu as de la chance, tu as ta mémoire qui revient, tes travails des lèvres, elles sont quand même là, mais il faut manger et boire. Et alors, petit à petit, je me suis dit, je vais reprendre un exercice que je vais vous montrer, qui s'appelle le Tanaka. Le Tanaka. Alors, je n'ai pas renvoyé à Isabelle et à Elisabeth le lien. C'est un massage japonais pour détendre le visage. Et en plus, c'est un anti-rides naturel. Au départ, c'est un anti-rides naturel que j'ai transformé en une thérapie naturelle. En fait, c'est le but du jeu, c'est de lisser le visage. Mais de lisser intelligemment le visage. Donc là, évidemment, on voit mes cernes, mais je pense qu'on a tous des cernes, surtout actuellement. Hein. Le but du jeu, c'est de faire ce petit... Alors là, j'ai amélioré le Tanaka, hein, parce que sinon, le Tanaka, on en a pour une demi-heure. Donc, vous allez, si vous avez envie d'essayer, vous allez mettre les pouces ici. Alors, pas trop serré ici si vous avez mal. Hein. Faites comme ça. Alors, c'est très joli. Alors, ça fait un peu pimpon. C'est bonjour. Alors, déjà, on sent la résonance. Bonjour les copains. Salut. Bonjour. Alors, c'est pas très beau, hein, mais on sent la résonance. Voilà. Et après, on va lisser le visage. Oh, que c'est joli. Oh, c'est joli. Et quand on lisse le visage, évidemment, c'est pas beau, mais on peut parler un peu mieux. Et puis surtout, quand on lisse le visage, ça se détend un peu en bas. Ah, dis donc, j'ai un beau visage. Et après, alors, j'ai les cheveux. Donc, on fait comme ça, à peu près ce passage-là. Alors, j'ai les boucles d'oreilles, je vais les enlever. Hein. C'est plus naturel aussi. Hein. Il faut que ce soit naturel. Alors, c'est 100% naturel. Tout ce petit massage-là. Et vous mettez les pouces derrière les oreilles. Et là, le passage qui m'a beaucoup aidé pendant ma rééducation, c'est ça. Et là, on a l'impression de faire le cri de Munch. C'est ça, hein, le peintre. Magnifique peinture. Et vous relâchez. Et là, je relâche. Voilà. Et là, quand j'arrive là, je me suis dit que je vais rester ici, parce que la mâchoire s'est ouverte. Je dis là. Et là, alors là, je faisais des exercices. J'avais essayé. Alors, on ne peut pas le faire parce qu'on ferme la mâchoire. A, I, A, E. Et je me suis dit, j'arrive enfin à ouvrir ma mâchoire sans douleur. Il y a une vidéo Tanaka que je vais vous montrer où là, vraiment, il y a tous les exercices. Et puis après, on fait des petits massages, évidemment, proprioceptifs. On redescend et là. Et quand vous êtes là, la mâchoire est chaude, c'est très joli. Et là, je tiens. Et quand je sens le forcing lié au trou musculaire, et ben, je le fais un petit peu moins, j'ouvre un peu moins fort et je garde une petite ouverture. Et là, ça se détend. Bon. Voilà. Donc, quand je devais chanter le chant, là, je me suis dit, je ne vais pas chanter Barbara. Liberté, liberté, qu'as-tu fait liberté? C'est pas possible. Non, non. Puis toutes les consonnes et les voyelles me faisaient mal. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai travaillé les consonnes et les voyelles. A, B, C, D. Il n'y avait que le D, V, A, O qui me faisait pas mal. 4 lettres dans l'alphabet. D, V, A, O. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec D, V, A, O pour un concert en solo? Ça faisait Davawa. Davawa. Je ne peux pas. Alors j'ai cherché. Je me suis dit, il me reste qu'une seule chose à faire, c'est chanter le concerto pour une voix de Saint-Preux.
je me suis dit, bah, j'appelle le collège des Bernardins, je suis désolée, Barbara, c'est compliqué. Hein. On va engager Concerto pour une voix de symphone. Je parle beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a tout un. Voilà. Alors pour l'instant, Armel, il n'y a pas de questions. Mais moi, j'en ai une. Est-ce que tu n'aurais pas envie de faire un recueil de tout ça et de le publier? Ben, on m'en a parlé la semaine dernière. J'ai rencontré un écrivain et puis aussi une personne dans le domaine justement culturel dans la région parisienne. Et il m'a dit, tu devrais écrire un bouquin. Alors je lui dis oui, mais bon, les livres. Mon frère est libraire. Hein. Mais les bouquins, actuellement, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai, il faudrait faire quelque chose. Et dans cet esprit-là, il y a beaucoup de professionnels de la voix qui s'intéressent à mon travail, mon engagement, parce qu'ils se reconnaissent un peu dans les étapes, dans la participation. Et c'est vrai, je suis en train d'écrire. Alors j'écris. Et le confinement permet d'écrire. Ça, c'est de prendre le temps, hélas, pour ça. Ben, il était une fois prendre soin de soi. J'ai trouvé ça pour l'instant. Et j'écris, je vais à la BNF, je fais semblant d'emprunter un bouquin, je lis un peu, mais surtout j'écris. Et c'est un travail de labeur, mais en activant, et surtout j'en parle auprès des médecins. Je ne fais pas ça sans avoir un avis quand même médical. Je ne veux pas aller au bout de moi-même, évidemment, surtout pas, parce qu'il y a aussi la maladie, il ne faut pas rêver. Mais comprendre et essayer de réharmoniser et puis trouver une scène. Bah, évidemment, la résilience. On me dit, voilà, il y a des choses que je ne peux plus faire. Par exemple, je ne peux plus chanter au-delà de 20 minutes. C'est fini. Puis c'est fini. Alors, le mot fini, c'est pas terrible. Je dis, pour l'instant, c'est pas possible. Parce que, à cause de mon problème, eh bien, je peux, au-delà de 20 minutes, mes muscles massétaires qui sont atteints, ça fait un peu paralysé, ça resserre, se remettre un peu en lice et je suis bloquée. Alors, je me suis décidée, au-delà de 20 minutes, j'arrête. Donc, dans ce cas-là, il me reste les chorales, les directions de chœur, c'est pas gênant. Hein, ça, c'est toujours ma motivation. Bon, actuellement, il n'y a rien, c'est normal. Hein, j'ai préféré stopper parce que je dirigeais une chorale, le Chœur Résilience de Paris, Chœur Handicap et Valide, pendant 4 ans. C'était une belle aventure, mais j'ai stoppé pour cause de santé et aussi d'organisation. Mais en effet, Elisabeth, c'est là-dedans. Et là, il y a Brigitte qui témoigne. Et peut-être, Brigitte, vous voulez prendre la parole pour nous témoigner un petit peu de ce que vous faites? Bonjour. J'ai Bonjour. pas les mêmes soucis. J'ai pas eu le visage paralysé comme Armel, mais en ce moment, je fais du yaourt. Enfin, j'ai du mal à articuler. Pour que je sois claire, il faut que je décompose tout ce que je dis. Et c'est pénible. Et puis, quand j'entends les jeunes qui sont autour de moi parler à toute vitesse, ça me scotche. Ils parlent vite. Ah, mais bon. Et sinon, c'était bien ce qu'elle a raconté, Armelle. J'ai pris des notes et je ferai de toute façon, je fais déjà des exercices avec mon orthophoniste, mais c'est ça que j'aime pas dans ma sclérose en plaques, je l'ai depuis 25 ans et j'aime bien qu'on m'explique ce qui se passe en fait. Ça m'aide quand les histoires de muscles et tout ça. Et mon orthophoniste, eh ben, elle ne m'explique rien et ça m'agace. Mais bon, comme on n'a pas le choix, comme il n'y a pas d'orthophoniste en France, ben voilà. Elle ne t'explique rien du tout. Comment? Elle ne peut pas, elle te donne des exercices, mais sans t'expliquer. Ouais, voilà. Elle me fait faire tout, mais tout ce que tu as montré, et je ne sais pas pourquoi. Et ça m'énerve, enfin ça m'énerve. Je le fais, hein, et puis je le fais toute seule aussi, mais non.
Et c'est pour ça que je suis contente de t'écouter. Donc, il faut que tu fasses ton livre. S'il te plaît. Un jour, un D'accord. viendra, un jour il viendra. Ou tu fais une chanson, hein. C'est pareil. On écoutera. Et, merci Brigitte. Je la Brigitte. Bisous. On se connaît beaucoup, mais pas bien. Enfin, bref, c'est compliqué. Un peu comme le visage. Voilà. Que... Mais on peut dire qu'on se connaît beaucoup quand même, hein, Armel. Tu sais, hier, je suis allée à Paris avec mon assistante, parce que maintenant, j'ai une assistante. C'est-à-dire que c'est la personne, une jeune fille qui est mon aide à domicile pour plein de choses, pour mes problèmes, pour la maison, pour ça, et aussi pour des sorties. Et là, j'ai fait une première fois une sortie sur Paris. Wow. On est allé au musée Monet dans le 16e et on a passé l'après-midi à traînasser en fait dans Paris. J'adorais marcher dans Paris avant et oh, c'était génial. Bien, merci Brigitte. De rien. En tous les cas, Armel, moi je trouve que j'aime beaucoup ton engagement. Enfin, je trouve que c'est super. Et comme on a entendu Brigitte, je crois que c'est important de comprendre pourquoi on fait les choses. Et le fait que tu écrives peut-être sur ton expérience et sur les exercices que tu as faits, etc. Mais peut-être aussi y ajouter le pourquoi est-ce qu'on fait ces exercices, qu'est-ce que ça fait travailler, de se rendre compte, et puis du coup aussi de se rendre compte qu'effectivement, notre instrument a besoin de tous ces muscles pour fonctionner et peut-être quels sont les rôles de ces différentes parties. Les lèvres nous permettent de faire certaines consonnes, par exemple. Donc, tu l'expliquais, là, la mâchoire, le fait qu'elle soit complètement serrée, évidemment, il y a des tas de choses qu'on ne peut plus faire, mais de vraiment comprendre, oui, comment est-ce qu'on fabrique finalement les mots, les lettres, les consonnes, les voyelles. Avec quoi? Bon, tu disais, bon, j'ai eu de la chance, ma langue n'était pas atteinte, mes cordes vocales n'étaient pas atteintes, donc tu as pu continuer à faire du son. Ça nous donne beaucoup de renseignements aussi sur le rôle un petit peu les cordes vocales. Si on a les cordes vocales, on peut faire du son, mais c'est pas parce qu'on peut faire du son qu'on peut faire des consonnes et des voyelles. Donc après, il nous faut d'autres choses. Donc le fait de comprendre aussi comment fonctionne cet instrument, je trouve ça super intéressant. Et puis peut-être que tu peux écrire ce livre ou accompagné par quelqu'un qui va te poser des questions ou qui... pardon. Je ne sais pas comment on va éteindre ça. Voilà. Mais oui, je pense que c'est vraiment un... Ça aiderait peut-être pas mal de gens qui traversent des difficultés que tu as traversées à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à faire les choses, que c'est pas non plus qu'on peut faire quelque chose, qu'on n'est pas obligé juste de subir. Finalement, ce que tu montres, c'est que tu as été très active et que tu t'es pas résignée et que les choses peuvent quand même s'améliorer, même s'il faut du temps et du travail, mais que c'est possible. Il y a les médicaments qui m'ont beaucoup pris, qui m'ont beaucoup soigné pour calmer la douleur, parce que ma douleur est permanente, hein, elle est à vie. Donc pour calmer je prends l'opiacé tous les matins. Si je n'avais pas l'opiacé, la mâchoire se refermerait et ça recommencerait. Donc, heureusement qu'il y a ça. Je sais qu'il y a aussi, je peux en parler, le cannabis thérapeutique. Ah, Brigitte, on connaît ça. Cannabis thérapeutique, on attend que le ministère de la Santé puisse vraiment ouvrir cette porte. Elle est en train d'être ouverte pour les maladies neurologiques, pour les neuromusculaires. Donc on attend, mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui prennent des médicaments, il y en a qui... Alors évidemment là, c'est le visage, on y a la voix. Mais ceux qui ont d'autres problèmes de spasticité, c'est ça, des spasmes en fait, musculaires, c'est comme ça à l'intérieur. C'est comme si on agrippait la mâchoire et on serrait, c'est un peu partout. Eh bien, il existe des injections de Botox, voilà, il y a plein de choses. Mais alors, au visage, on m'a dit,
parce que normalement, je suis sujette pour avoir le Botox. C'est un peu comme voilà, on revient au Tanaka, hein. C'est pour lifter la peau. Le Botox, c'est pour enlever les rides. Mais là, c'est pour enlever la douleur dans le cas de la sclérose. Mais le problème, il y a trop de muscles au visage. Et on m'a expliqué, si on se plante, si on se trompe de quelques millimètres dans le visage, tu risques gros. Donc, ils m'ont dit, désolé, on ne peut pas vous faire l'injection. Pas d'injection possible. Parce que si je faisais des injections, j'enlèverais d'abord un médicament, c'est déjà pas mal. Et surtout, pendant 3 mois, j'aurais plus du tout de douleur. Donc, je retrouverais ma légèreté. Alors, tu nous as envoyé des vidéos et peut-être qu'on peut en visionner puisque ce sont des belles vidéos aussi sur toi, sur ton expérience. Alors, laquelle est-ce que tu voudrais qu'on partage en premier? J'aimerais bien partager on va commencer par l'Adagio énigmatique. Je chante en solo dans une église là. D'accord. Tu peux nous en dire un petit peu plus avant de passer la vidéo? Alors, suite à mon concert, je fais rapidement là, je n'ai pas chanté Aznavour, je n'ai pas chanté Barbara, Vishuda, tous mes mélos. J'ai eu un contact, je ne sais pas comment ça s'est passé grâce au réseau Facebook, mais j'ai pu discuter avec Saint-Preux, le compositeur du concerto pour une. Bon. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais chanter, mais c'était avant de tomber malade, avant d'avoir ce problème-là. Bref, j'ai choisi le concerto pour une voix, Davawa, j'ai travaillé. J'ai eu le concert, il est venu me voir. Et à partir de là, voilà, il y a eu de l'émotion chez lui, il y a eu de l'émotion aussi au collège des Bernardins. Je vous passe les émotions. Mais l'émotion fait vivre, donc il faut accepter aussi l'émotion. Eh bien, il m'a composé un adagio énigmatique sans consonne, pour un A ou un O, en fonction de mon humeur. Et là, la vidéo, vous allez voir, c'est ma première, sans opiacé, avec douleur plus, et je l'ai chanté, on a fait un essai à l'église Saint-Paul, on a demandé l'autorisation. Donc, je vais vous passer cette vidéo. Alors, c'est ça. Est-ce que vous voyez vous voyez la vidéo? Oui, tout à fait. Je vais essayer de le mettre en plein écran. Elle est un peu floue parce que c'est une qualité moyenne, mais principale, c'est la voix. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle s'est sauvée. J'aimerais bien la mettre. Voilà, je vais passer ça. Pour moi, c'est bon.
Magnifique. Donc là, on voit que tes cordes vocales ne sont pas atteintes. Et que, et- Souvent, il y a j'ai de l'émotion, c'est normal. C'est incroyable parce que grâce à ce travail de rééducation, j'ai trouvé une voix encore plus claire, une voix blanche que j'avais déjà, mais une voix projetée vraiment sainement. et le fait de produire des sons comme ça, de chanter, est-ce que ça t'a, tout simplement, simplement de se laisser sortir ou de faire sortir des sons ou de chanter comme ça, est-ce que ça a été quelque chose d'important pour toi? Est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a remis en confiance en moi. Il y a une prise de confiance. Donc, vraiment, j'ai de la chance, j'ai un mental aussi. J'ai un mental de mon père, un mental de combattant. Je sais qu'il y a la sclérose en plaques, il y a des périodes, il y a des périodes de déprime, il y a des périodes vraiment de difficultés avec la douleur. Mais projeter les sons, ça a toujours été, même avant la maladie, mais j'étais pas dans ce terrain-là, évidemment. Plus, ça devient thérapeutique. Ce qui est fou, c'est que une fois, j'étais allée dans un centre pour des personnes handicapées, un peu difficile, mais très difficile. C'est terrible dans ce lieu, je sais plus où c'est dans Paris. Chaque étage avait son trouble. Donc, c'est terrible, hein. Plus je montais les étages, plus il y avait des handicaps lourds. Là, on m'avait dit, est-ce que tu peux aller à la cantine et chanter, enfin, faire un son. Donc, je suis allée au premier étage, donc c'était des handicapés. Silence et il y a quelqu'un qui ils m'ont dit quand est-ce que tu viens nous voir. Il y a eu je rassemble et quelqu'un m'a dit dans l'équipe, c'est une voix mais on se retrouve et là c'est vrai, c'est comme si je refaisais ressurgir de ce qui vous reste de votre âme d'enfant, cette voix-là. Et alors, je vais au deuxième étage, pareil, bon, je me présente parce que j'avais peut-être un projet d'intervenir pour faire chanter avec des petites fausses notes, avec la vie. Voilà. Et le dernier étage, c'est vraiment un handicap vraiment complexe. Il y en a une dame, je m'imite pas, hein, je suis, voilà, je montre un peu son état. Donc, un état vraiment ancré avec une neurologie, enfin, voilà, vraiment quelque chose d'atteint. Et surtout, le visage qui ne bouge pas, le regard qui n'existe pas, inexistant. Mais l'oreille est là. Je me mets à faire. Etc. Et puis, elle appelle, elle dit Madame. Alors, elle ne pouvait même pas dire Madame, hein. Elle fait Ah, na. Alors, donc, je viens vers elle et elle me dit, et là, elle a réussi à parler un petit peu et elle me dit Revenez, s'il vous plaît, vous me faites du bien. Vous me faites du bien. Et je me suis dit Bon, si je fais du bien à cette personne-là, c'est que nous allons continuer à travailler. Et c'est à partir de là que j'ai créé ma petite auto-entreprise Accroche-Cœur, donc avec le petit dessin, le site internet, et je me suis lancée dans la Vox Thérapie. Je me suis dit, j'ai la technique, j'ai pas totalement le vocabulaire, parce qu'évidemment, je suis pas musicologue, musicothérapeute. Je dis, mais il faut y aller. Et petit à petit, je me suis construit, vraiment, voilà, j'ai planifié, et on a commencé à me demander à l'ARCEP, à l'APF de Brest, auprès des infirmiers de l'Île-de-France, auprès des GPTO, oh, pardon, Alix, orthophonistes, auprès des orthophonistes d'Amiens, des étudiants, tac, et ça commence à être demandé pour expliquer mon parcours, témoignage, et jusqu'à la voix est arrivée à l'UNESCO. J'ai chanté à la demande du CCIC, du Centre catholique de coopération, enfin international de coopération. J'ai chanté à l'UNESCO l'Adagio que vous avez entendu. À l'UNESCO. Eh bien, non. Merci Armelle, hein. C'est tellement
encourageant, je trouve. C'est tellement positif de de dire que enfin, moi, je résumerais ça en disant: «À chaque vie d'être vécue». C'est-à-dire, il n'y a pas des standards dans la vie, il y a des vies et on vit avec et tu es un tel exemple de je dirais même pas de résilience, de vie, tout simplement. Tu vis et c'est fabuleux. Et il y a, Élodie, Mélich qui a témoigné aussi un petit peu de ses difficultés. Je ne sais pas si Élodie, vous voulez en parler plus ou pas, hein, mais j'ai vu que vous aviez Bah, fait un petit oui, témoignage. il n'y a pas de souci. Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Parce que du coup, j'ai mis le casque. Bah, en fait, tout simplement, une opération bête, mais on m'a enlevé les dents de sagesse parce qu'on doit m'opérer dans un an des mâchoires. On doit me descendre la mâchoire du haut et avancer la mâchoire du bas et également couper au niveau du menton pour créer une avancée du menton. Et du coup, ils avaient besoin de cette place au niveau des dents de sagesse pour mettre les plaques l'année prochaine. Et je ne pensais pas qu'une opération bénigne comme ça, parce que j'ai déjà eu d'autres dents de sagesse enlevées par avant, que ça m'a rien fait. Et j'ai une paralysie depuis le 5 septembre, du coup, de la lèvre inférieure et de la partie gauche, qui se réveille par moments avec des fortes douleurs, des fourmillements ou une sensation de brûlure, en fait. Et moi, je suis professeure de chant et chef de chœur. Et donc, c'est vrai que ça me gêne dans mon quotidien parce que ça me demande un effort d'articulation, vu que je ne sens pas cette zone-là et ça me fait mal, en fait. Et c'était juste les dents de sagesse. Donc, a priori, ils ont dû toucher le nerf. Et c'est le même chirurgien qui doit m'opérer l'année prochaine des mâchoires. Donc, ça me questionne beaucoup, du coup. Donc là, ça commence à revenir, mais voilà. Et d'autre part, par rapport à l'endométriose, j'ai été opérée en 2018. Donc, ma vie a été quand même considérablement améliorée au niveau des douleurs, etc. et de la fatigue, etc. Mais le chant m'a quand même aidée, je pense, par rapport à l'aspect respiratoire. Quand j'avais vraiment mal, le fait de toute façon, il fallait quand même que j'enseigne, etc. Je ne pouvais pas m'arrêter de travailler vu que je suis en profession libérale. Ça m'aidait quand même, je pense, à gérer la douleur, même si des fois, il y a des crises où c'était insupportable, quoi. Donc, voilà, le mini témoignage. Après, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, les dents de sagesse, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir ça, en fait. Et il va falloir que je revoie le chirurgien. Donc, voilà, c'est très bizarre. Bah, en fait, sur le plan de l'explication, c'est que on a le nerf de la sensibilité du menton et de la lèvre qui chemine dans la mâchoire et qui va sortir de la mâchoire à l'endroit des dents de sagesse. Et donc, en fonction de l'extraction, si elle a été un peu difficile, le nerf a probablement été étiré. Alors, comme le disait tout à fait justement Armel, si ça fourmille, si ça fait mal, c'est que ça fonctionne. Et donc c'est malheureusement, enfin malheureusement parce que c'est très désagréable, mais heureusement, c'est le signe qu'il y a toujours de la vie dans ce nerf. Et donc du coup, il faut savoir quand même qu'un nerf, ça met longtemps à cicatriser. Longtemps, ça veut dire jusqu'à 1 an. Ah oui, Donc d'accord. c'est pas du tout étonnant que ça mette autant de temps. Mais je dirais que si ça bouge, si ça fait mal, si ça fourmille, c'est que ça vit. Oui, c'est ce que je me suis dit. Puis du Donc coup, tous les jours, je me fais des petits massages. voilà, Voilà, c'est ça, c'est ce etc. qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors, tu nous as envoyé deux autres vidéos. Du coup, j'aimerais bien les passer, mais dis-moi laquelle tu voudrais passer maintenant. Alors, il y a le cœur résilience. Donc, je l'ai arrêté l'année dernière, mais ce fut une belle aventure. En 2016, il y a eu un concert qui avait été organisé avec le cœur Berlin au profit de la sclérose en plaques, de la recherche. Donc, comme je fais partie du mouvement, sans être bénévole, actif toujours, j'aime bien ma petite part de liberté aussi pour participer un petit peu ailleurs. On m'a dit, voilà, il y a le cœur de Greenair qui recherche quelqu'un et puis participer activement pour la sclérose et pourquoi pas, au moment du chef de cœur, diriger un petit bout c'était dans la Passion de Saint-Jean-de-Bacq, donc un air tout simple. Ok, pas de problème. Et à partir de là, j'ai réalisé qu'il avait créé l'organisation des Cœurs Résilience. Et il y avait un petit groupe qui existait et qu'il fallait reprendre à 000 pour recréer un groupe, donc le Cœur Résilience de Paris, entre choristes handicap et valides. Donc c'était intéressant parce que justement, il y avait tout type d'handicap, mais dans le cœur qui existait, il y avait des handicaps plutôt invisibles. Donc, il est visible avec une personne en fauteuil, donc ça c'est évident. Mais sinon, il y avait un partage, il y avait un sens. Et puis surtout, on a créé une famille. Donc vraiment, ce qui était incroyable, c'est que finalement, c'était les personnes
porteurs d'un handicap qui donnaient vraiment, qui faisaient une transmission voilà, de saveur, on va dire, de saveur et de ferveur pour les personnes valides en disant voilà, moi j'ai un handicap, tu vas m'aider. Et donc, par exemple, il y a une choriste, Inès, que j'aime beaucoup, une grande copine. Et Inès, voilà, elle avait besoin de quelqu'un pour justement récupérer ces notes qui s'étaient un peu fausses parce qu'il y avait un manque de concentration. Et voilà, donc c'était magnifique. Et France 5 m'a contactée pour faire un reportage et pour montrer un petit peu mon travail. Alors, je propose qu'on regarde du coup le reportage de France 5. Donc, je vais repartager l'écran. Tout le monde voit? Oui? D'accord, c'est parti. Tous les matins, c'est le même rituel pour Armelle. Petit réveil des cordes vocales et exercice pour détendre les muscles. Rossignolet du bois, rossignolet. Isabelle, il n'y a plus de son. C'est peut-être parce que tu as coupé ton... Ouais, c'est bon. En plaque depuis 11 ans. Mais pour cette chanteuse et musicienne, pas question de laisser la maladie l'empêcher de vivre sa passion. Pourtant, il y a 4 ans, elle a bien cru qu'elle ne pourrait plus chanter. J'ai eu un gros problème au visage qui s'est déclenché avec d'autres symptômes. C'est que j'ai perdu j'ai eu une spasticité complète ou semi-complète et eux parlaient comme ça. Voilà, je vous montre un peu à ma manière, mais parler comme ça. Et j'ai eu un déclenchement. Je me suis dit, mais comme vous ne pouvez même pas demander une baguette de pain à manger, s'il vous plaît. Et je me suis dit, et si j'engageais mon travail vocal, postural, pour moi, pour essayer de trouver un moyen comme un ventriloque. Pour Armelle, c'est le déclic. Durant des mois, elle explore chaque muscle de son visage pour maîtriser les sons et adapter sa posture. Face à chaque contracture provoquée par la maladie, elle trouve la solution. Quand je fais les ta, ma mâchoire elle a tendance à se refermer, mais après je travaille la résonance. Là ça résonne moins, ça résonne plus, et dans ce cas-là, alors avec une pression d'air, avec mon travail, ou plus dans l'aigu. Ce retour à la musique et au chant, Armelle le vit comme une renaissance. Alors quand Hugues Greiner, fondateur du Chœur Résilience, lui propose de diriger un groupe, elle accepte immédiatement. Ici, personnes valides et handicapées chantent de concert. Une mixité rarement possible dans les chorales classiques. Marie-France est la ténor du groupe, elle est paraplégique depuis 15 ans. J'ai essayé de chanter dans des chorales pour valides et le problème, c'est que les chefs de chœur ne veulent pas s'adapter. Je suis arrivée un jour pour un concert, on m'a dit « Ah ben oui, les ténors, c'est là-haut ». Je dis « Je fais comment pour y monter ?»« Ah ben j'ai autre chose à faire ». Alors je suis rentrée chez moi. Voilà comment s'est passé le concert, j'étais ravie. Eric, lui, n'a plus qu'un seul poumon suite à un cancer. Dans cette chorale, il a trouvé sa place. Mon souffle étant pas superbe, le fait de chanter, on fait travailler le reste de ce qu'on a en souffle. Et puis moi, je suis heureux quand j'ai une partition dans les mains. 1, 2, 3, 4. Respecter les capacités de chacun sans rechercher la performance. Ici, seul le plaisir compte. Et pour Inès, toutes ses angoisses s'envolent quand elle chante. Chaque membre de la chorale s'entraide aussi. On est une équipe, on est solidaires. Si on voit que un va pas bien, l'autre prend la relève et l'aide. Et du coup, c'est ça qui est important. C'est pas on n'est pas valide et invalide. On est un groupe. On est en osmose tous les uns avec les autres. Même quand on ne souffre pas de handicap, on y trouve son compte. Je trouve que c'est plus sympathique d'être ici que dans une autre chorale, justement parce qu'on est différents.
C'est tout. Dans une autre chorale, on est tous du même profil, alors que là, on est différents, c'est plus agréable, puis on est mieux considérés, je trouve. Voilà, avec les sopranos. Oui. Avec les ténors. Je m'adapte uniquement à l'oreille, à ce que j'entends. Je me contrefiche du handicap. C'est l'écoute et l'attention. Voilà. Le handicap n'existe pas. Armelle prend ainsi le temps avec chacun de ses choristes pour que chacun puisse faire entendre sa voix. Donc un superbe reportage, hein. Est-ce que ces chorales donc existent à travers la France? Est-ce qu'il n'y a que celle-là? Euh, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aller essayer de trouver dans leur ville une chorale comme ça et où et comment ça se passe? Du Cœur Résilience, il existait des groupes. Et, j'ai appris un petit peu l'historique. Il existait deux ou trois groupes. Je crois que c'était en Afrique, il y avait un groupe qui avait été mis en place. Et c'est du côté de Toulouse. Toulouse et Montpellier, de mémoire. Et Montpellier, parce que le Cœur de Greiner, il organise des stages à Montpellier et c'est super. Il a eu la projection de travailler avec la faculté de médecine, je crois, de Montpellier, et c'est à partir de là qu'il y a eu le déclic pour monter les chœurs résilience. Là, la difficulté, enfin, selon moi, la difficulté qui existe, c'est que c'est de faire maintenir ces groupes-là. Parce que comme il y a les handicaps, par exemple, le Cœur Résilience, je prends évidemment cet exemple, ce sont des personnes handicapées, mais qui sont suivies médicalement. C'est-à-dire ce ne sont pas des centres handicap, par exemple autistiques, qui viennent à nous. Donc, ce sont des gens qui sont soignés ou qui sont pris en charge par éventuellement une tierce personne. Ils peuvent être accompagnés. Donc, parce qu'évidemment, le chef de chœur ne doit pas devenir médecin. Il ne doit pas être le médecin du choriste. Et la difficulté que j'ai vue, même ailleurs, il n'y a pas eu que Résilience, il y a d'autres groupes qui ont essayé de gérer tout ça, c'est justement faire maintenir les personnes handicapées et de les garder, vraiment de les insérer un peu comme une inclusion et vraiment de s'occuper, de prendre soin d'eux aussi. Et là, actuellement, avec le confinement, les actualités actuelles, là, les pauvres personnes, évidemment, ils doivent se protéger. Et c'est aussi, par rapport à mon actualité à moi, j'ai des problèmes de santé sclérose actuellement qui ont fait que j'ai dû arrêter ce mouvement. Mais aussi les choristes présents du Cœur Résilience, il y en a quelques-uns qui ont décidé de stopper à cause de leur maladie. Voilà, c'est la vie. Donc actuellement, le Cœur Résilience est en stand-by. Les autres mouvements se sont petit à petit, mais avant moi, stoppés. Mais pour autant, l'organisation existe, l'association existe toujours. Après, c'est renouveler. Mais je sais qu'il y a actuellement vraiment un besoin justement de chanter, de trouver une évolution plutôt active, mais évidemment, vu le contexte actuel, ce n'est pas le moment. Et je ressens qu'il y a un engagement à venir après. Il y a toujours des projections, mais il faut vraiment que ce soit soudé. C'est comme ça. Que ce soit soudé. Je pense que il n'y a pas que pour les chorales résilience aujourd'hui que c'est compliqué, hein. Les chœurs en général, se rassembler et chanter ensemble, c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses qui se font en ligne, mais on ne peut pas tout faire en ligne, mais il y a certaines choses qu'on peut faire quand même. Donc il y a des chorales qui travaillent en ligne. Euh, voilà, c'est mieux. Disons que ça permet au moins de se retrouver toutes les semaines. Voilà, ça demande un petit peu un investissement technique, mais c'est vrai que c'est possible. Il faut savoir qu'on peut apprendre un chant, par exemple, on peut apprendre une voix, on peut travailler rythmiquement, on peut travailler. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut travailler. On ne peut pas travailler le fait de chanter ensemble. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est vrai qu'en ligne, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Euh, mais je pense que c'est une période qui va passer et puis on va pouvoir se retrouver à un moment donné.
Donc il existe plusieurs chorales comme ça à travers la France. On peut les trouver comment? Alors, il y a un recensement par le biais d'une dame, alors je ne me souviens plus de son nom, mais c'est au sein des EHPAD. Alors évidemment, actuellement, c'est compliqué, mais il y a un mouvement, je ne me souviens plus du tout. Mais je sais il y a un référencement à venir. Je sais qu'il y avait un projet de référencement d'un site internet, tout simplement, avec des chœurs. D'accord. Donc on pourra peut-être le mettre, puisque cette conférence sera en replay, peut-être que dans les notes de la conférence, on pourra mettre des liens si on les retrouve, voilà, pour que... Le chemin, le parcours. Mais voilà, ça existe. Mais c'est un peu délicat. Mais ce qui existe, c'est que je sais qu'il existe des groupes, mais le chef de chœur, par exemple, on m'a demandé d'intervenir dans le centre directement. Donc, comme ça, on crée un groupe. Je ne sais pas si toi, Elodie, comme tu es chef de chœur, un peu comme moi, est-ce que tu as des personnes handicapées dans ton groupe? Non, j'ai pas de personnes handicapées, j'ai des personnes très âgées, puisque c'est un cœur de village. Nous, on est en montagne à 1000 mètres d'altitude. Donc voilà, c'est essentiellement des gens des villages alentours. Mais j'ai pas de personnes à handicap, ou en tout cas, ils me l'ont pas signifié. Enfin voilà. Mais par contre, ça m'intéresse. Ce que j'aimerais bien peut-être essayer de me rapprocher des associations là dont vous parlez, pour peut-être essayer d'en proposer dans la région. C'est quelque chose qui m'intéresserait, oui. Parce que l'endométriose, par exemple, c'est finalement une maladie qui ne se voit pas. Enfin, moi, il y a plein de gens où ça ne se voit pas. Et quand j'ai des crises, il n'y a que mon entourage qui en prend conscience. Parce qu'à en pleurer, à me mettre en boule, à avoir des cachets fortement dosés, il n'y a rien qui me calme en cas de fortes douleurs. Et ça a été très, très long à diagnostiquer. Et c'est quand même handicapant dans la vie de tous les jours, cette maladie-là. Mais on en parle maintenant. C'est pas une sclérose en plaques. C'est sûr qu'on a de la chance. C'est d'autres atteintes selon les organes aussi touchés. Moi, ça va, j'ai eu de la chance. Mais moi, par exemple, ça m'a créé une infertilité. Et c'est difficile à vivre aussi dans ma vie de femme et de chef de chœur, etc. Parce qu'une grosse fatigue et que les gens me le reprochent. Des fois, en me disant que tu es tout le temps fatiguée, ou en gros, on me fait comprendre que je suis une feignante. Alors que non, c'est lié à cette maladie-là, la fatigue chronique. C'est lié à l'endométriose. Donc, peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont touchés de certaines choses dans ma chorale et je ne suis pas au courant, puisque moi, l'endométriose, il y a des gens qui le savent, d'autres qui ne le savent pas, ça ne se voit pas sur moi, quoi. Et alors, je me permets, pardon, je me permets de te reposer une autre question, mais ça peut être aussi auprès des autres. Hein. Est-ce que ça vous arrive, lorsque vous êtes fatigué, lorsqu'on a un état de fatigue, de lancer un son? Ça vous arrive de faire un peu comme un grégorien, mais ça fait vraiment du bien. Ça, bon, après, chacun sa voix, ça peut être plus bas. Ouais, moi, je fais des choses quand je suis fatiguée ou quand j'ai pas le moral. On t'entend plus, Armelle. Vous m'entendez? Oui. Je me disais, quand tu as des douleurs vraiment fortes, est-ce que ça t'arrive de lancer un son Oui, ça m'arrivait parce que du coup, je sentais que ça me libérait en fait. Voilà. Et quand vraiment je suis à pleurer parce que oui, ça m'arrivait de chanter quelque chose ou de faire juste des sons, même le fright, moi, c'est des choses que je fais régulièrement. Là, hier, j'ai eu une intervention chirurgicale, donc je suis un peu fatiguée vocalement, donc inhalation, fry et tout, ça me fait du bien. Ouais, la technique Still Voice m'a beaucoup aidée. J'ai participé à un stage en mars 2019 et c'est comme ça que j'ai rencontré Isabelle. Et c'est vrai, j'ai appris la boîte, enfin j'ai découvert, pas appris parce qu'il y a une technique, c'est dur, hein, c'est long. J'ai découvert la boîte à outils des Still Voice, donc les mécanismes. Et c'est incroyable. Personnellement, j'utilisais ça finalement pour travailler ma voix, pour rééduquer. Et quand j'ai mis les mots sur, sur mon engagement, l'ouverture, je dis ça y est, mais je me sens moins j'ai l'impression d'être un ovni dans mon univers. Et là, j'ai retrouvé, j'ai un lien. Le Still Voice, c'est très très beau. Enfin, c'est chouette. Merci Armelle. Alors, moi j'avais été à l'association, enfin la réunion de l'association des professeurs de chant, et il y a une personne qui avait parlé justement de chorale. Alors j'ai plus le nom, mais je vais essayer de le retrouver, justement qui intégrait donc des personnes valides et puis des personnes qui étaient handicapées et puis qui travaillaient ensemble.
Et il me semble même qu'il y avait des aides financières pour mettre en place ces chorales. Donc je pense que c'est important. En tous les cas, je vais essayer de retrouver l'information pour pouvoir la poster. Je suis chef de chœur et dans mon chœur, il y a aussi des personnes qui ont des soucis de santé. Et si j'ai parlé du travail en ligne, c'est parce que justement le travail en ligne, enfin le virus nous a permis finalement de nous repositionner en tant que chef de chœur et de travailler autrement. Et ça a été finalement la possibilité pour une de nos choristes de raccrocher au travail puisqu'elle a pu le faire à partir de chez elle alors qu'elle ne pouvait plus se déplacer. Et donc ça, c'est important aussi de le souligner. Je pense que parfois, c'est compliqué d'aller à une répétition, hein, tout simplement, de trouver, parce qu'il faut un chauffeur ou c'est-à-dire, on ne peut pas toujours prendre la voiture soi et puis y aller ou même y aller à pied. Et là, le fait que ça soit en ligne, eh bien, elle a pu raccrocher au travail. Et ça a été vraiment super de pouvoir l'accueillir à nouveau dans notre chorale. Donc, le travail en ligne, là, en l'occurrence, ça a été bénéfique. Alors, encore une fois, on ne peut pas tout faire en ligne, on ne peut pas chanter ensemble, encore que j'ai enregistré toutes les voix. Alors pour moi, ça a été aussi une découverte, puisqu'en général, en tant que chef de chœur, j'ai un groupe en face de moi. Et en ligne, par contre, j'ai des individus en face de moi. Et donc, j'ai redécouvert toutes les voix individuellement des gens, puisqu'ils se sont enregistrés. Donc, évidemment, ça demande qu'ils s'enregistrent. Et des fois, ça demande un accompagnement technique. Et ça demande un investissement au niveau du travail qui est un peu plus important. Mais tout le monde m'a envoyé sa voix, ou les voix, parce qu'il y en a du coup qui ont enregistré deux voix, trois voix d'une chanson qui leur plaisait. Donc, ils ont travaillé toutes les voix. Ils me les ont enregistrées et moi j'ai fait des montages et après on a fait un concert en ligne où j'ai passé les montages. Et finalement, on a quand même chanté ensemble. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les vibrations tout de suite de tout le monde ça manque bien sûr, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire et du plaisir qu'on peut avoir en faisant ça. Donc j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que ça a permis quand même de rester ensemble ou de se retrouver et ne serait-ce que toutes les semaines se retrouver, puis passer du temps ensemble, même à travers un écran. Voilà, et ça rend des fois les choses possibles alors qu'elles ne l'étaient plus. En tous les cas, je trouve que c'est un super beau témoignage, ces chorales résilience, et je pense qu'il y a peut-être plusieurs mouvements différents ou chorales différentes mais il me semble bien qu'il y a des aides aussi pour ça. Il y a beaucoup de chorales, justement, là on n'entend pas trop parler. Il y a une histoire aussi d'argent, il y a des associations qui sont en train de... pas forcément, on recule un petit peu parce qu'il y a des subventions diminuées. Je sais qu'avec l'APF, avec des associations comme ça, déjà dans mon handicap, on peut créer des réseaux. Et là, j'essaie justement, par le biais de mon type d'accroche-cœur, de lancer justement déjà des séances vox-thérapie de temps en temps à la demande des uns et des autres. Et là, j'ai une demande d'un hôpital. Je ne vous donne pas plus de détails, mais c'est incroyable, d'un hôpital qui justement, les soignants qui aimeraient être soignés par une patiente le chant. Et donc ça, c'est dans le cadre de ta petite entreprise que tu as créée, c'est bien ça? Je me suis lancée en 2016 suite à mes connaissances, puis surtout grâce à un chef de chœur, Benoît. Dans le mouvement, il m'a dit, mais lance-toi. Bon, je vais créer ma petite auto-entreprise, ça me permettra de donner des cours, des séances, parce que voilà, il y a tout un travail je ne viens pas comme ça et hop, je donne des cours. Vraiment, il y a des professionnels de la voix. Là, j'ai rencontré Jean-Pierre, enfin voilà, d'autres personnes dans le domaine. Et surtout, j'ai rencontré Yva Barthélémy. Je ne sais pas si vous la connaissez. Une grande dame, oh là là, extraordinaire, qui a écrit un des premiers livres sur la voix. Attendez, j'y arrive un instant. C'est pas la voix libérée, c'est la voix trouver sa voix. C'est pas trouver sa voix, on va y arriver. C'est quasiment la même. Voilà, c'est la voix libérée. Voilà. Alors, vous le voyez à l'envers, peut-être? Non, c'est bon. La voix libérée, donc c'est un bouquin sur la rééducation, enfin sa rééducation, parce qu'elle était chanteuse lyrique. Elle a travaillé avec
Pardon, Maria Callas, elle a chanté avec Maria Callas, évidemment. Et donc, ce bouquin, je l'ai acheté en 2002. Je commençais déjà à travailler. En fait, ça fait 18 ans que je suis là-dessus. Il a d'un petit 18 ans, je me suis rendu compte de tout ça et j'y comprenais rien du tout. Et un jour, j'ai osé lui écrire sur son site internet. J'ai osé parce que voilà, je suis un peu comme ça. Je dis voilà, bonjour, j'aime votre bouquin, et elle me dit venez me voir. Donc, je suis allée chez elle. J'avais un peu de trac forcément, et elle m'a dit montrez-moi ce que vous faites. Voilà, donnez-moi le cours. Alors voilà. Et il y a eu l'émotion, et elle m'a dit lance-toi. Lance-toi. Allez, vas-y. Bon, j'y vais. Accroche-cœur, dessin, tatata. Et puis petit à petit, je me suis présentée. Et puis ça s'est fait naturellement. On me dit tiens, tu as une petite méthode, là, est-ce que tu peux me le donner pour que je puisse éclairer ma voix? Mais il y a un petit gratouillis. Enfin voilà, je suis pas phoniatre, hein, Elisabeth. Je suis pas voilà. Mais en fait, j'ai une écoute et surtout j'utilise beaucoup les fascias. C'est un travail dans ce domaine. Tu sais, par rapport à ce que tu viens de dire, là, que tu n'es pas phoniatre, il y a quelque chose qui nous lie, je pense, avec Isabelle et qui a motivé cette fabrication pour l'instant virtuelle de la Maison de la Voix, c'est que on a tous des connaissances sur la voix. Et ce qui est intéressant, c'est on a tous des parcours différents, on a tous des histoires différentes, on a tous des formations différentes. Et ce qui est fabuleux, c'est que si on les met toutes les unes à côté des autres, eh bien, on peut faire une banque de données, on peut partager tout ce qu'on sait. Et le phoniatre, il connaît un tout petit morceau de la voix. Il connaît la théorie de la voix, il connaît la théorie des pathologies, il connaît la physiologie, il connaît l'anatomie. Mais moi, je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas comédienne, je ne suis pas orthophoniste, je n'ai pas de sclérose en plaques, j'ai d'autres pathologies médicales, mais je ne connais qu'un tout petit morceau de la voix. Et avec tout ce que tu as dit là, moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, et j'aimerais vraiment que dans la Maison de la Voix, on se sente tous à part égale. Il y a des gens qui ont plus l'habitude de communiquer que d'autres. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire des conférences, de transmettre, d'autres qui ont moins l'habitude. Mais chacun y a sa place parce que chacun connaît quelque chose sur la voix et est capable de le transmettre et de l'apprendre aux autres. Donc oui, je sais que tu n'es pas phoniatre, mais je sais aussi que tu sais énormément de choses que moi, je ne sais pas. C'est formidable, la Maison de la Voix. Vraiment, ça m'a fait du bien. Voilà, et surtout, les livres d'Elisabeth aussi sont top. Hein. Vraiment, les livres pop. Arrête, on va croire que tu es, que tu es mon représentant. Il y a même des bouquins en anglais. Il y a je ne sais plus comment elle s'appelle, Jerenova Williams. Enfin, il y a des personnes extraordinaires. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez tous quelque chose de bien à dire. Sabine, Natacha, Morales, Alix, Chiru, Camille, Richard, Claire Cété et Brigitte. Et voilà, et Lisa aussi avec la vue de sa chambre, je ne sais plus. Voilà, c'est ça. Vous êtes là et vous avez tous quelque chose à transmettre. Et du coup, tu continues à travailler, Armelle, et tu continues à développer ta petite auto-entreprise qui s'appelle Accroche-Cœur. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et petit à petit, là justement, le collège des Bernardins m'a recontacté. Rechanter l'adagio. Alors, on me demande tout le temps de chanter l'adagio de Saint-Preux. Alors, j'ai appelé Saint-Preux parce que c'est une personne très discrète, hein, ultra discrète et très, très, très douce. Et je lui dis, tu sais, c'est pas ma faute. Hein. Moi, j'ai demandé de chanter autre chose. Ils veulent ton adagio. Parce que l'adagio devient symbolique. Ça devient symbolique parce que justement, comme il n'y a pas de parole, il n'y a que la voix, enfin, il n'y a que l'onde. Enfin, moi, j'appelle ça une onde. Voilà, il y a l'onde qui parle et puis c'est thérapeutique. Et comme je faisais du tir à l'arc, on me dit que j'ai plusieurs vies, mais c'est Armelle, c'est ainsi. Hein. J'ai pratiqué du tir à l'arc en e-sport, je suis vice-championne de France et je suis devenue ambassadrice pour le Parlement de Bruxelles pour la sclérose en plaques, petit à petit,
suite à mes activités, puis à mon blog. J'avais un blog de sclérose en plaques qui existe toujours, mais j'écris plus trop parce que je ne peux pas tout faire. Mais j'ai évidemment, quand on arme une flèche, j'essaie de faire à ma manière avec mes épaules malades, mais voilà, on arme, on est comme ça. Et j'ai réalisé que quand j'armais quand j'armais la flèche, ben, je chantais. J'avais un son un peu comme l'adagio pour me concentrer, pour vider ma tête. Et hop, on lâchait prise. Je lâchais la flèche. Et je me suis dit, mais finalement, le tir à l'arc, j'ai arrêté cause maladie. Je me suis dit, mais non, finalement, elle est là. C'est comme la flèche qui va au bout de la cible. C'est comme une onde. La flèche, elle ne va pas tout droit au centre. Bing, c'est trop facile, ça, sur les dessins animés. La flèche, elle monte et elle redescend. C'est une onde, c'est pareil, finalement. J'ai trouvé le lien par rapport aussi au côté psychique, parce que le tir à l'arc, c'est quand même 7 ans d'amitié avec des grands copains. Et je me suis dit, mais je reprends ma flèche, je reprends l'onde sonore, je reprends l'onde et je le réutilise dans ma vox thérapie. Tu es là, tu maîtrises ton souffle, tu donnes ton son, comme si tu lançais une flèche. Et là, c'est le jaune, ça peut être aussi le bleu en fonction des couleurs de la cible. Je ne sais pas si vous voyez la cible de tir à l'arc, il y a le jaune. Ensuite, il y a. Armel, ne te plante pas. Il y a le jaune, le rouge, le jaune. Attends, voilà. Armel, le jaune, le rouge, le bleu, le noir et le blanc. Et donc, évidemment, on essaie de toujours viser le centre. Mais si tu vises à côté, c'est pas très grave. Du moment que tu réalises, voilà, tu sens le son. C'est ton son à toi. Même si elle est une fausse note, c'est pas grave. Comme Marc Vella, un ami pianiste nomade, il a écrit un livre, L'éloge de la fausse note, si je ne me trompe pas du titre, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la tête. Qu'est-ce que la fausse note? Qu'est-ce que la fausse note? On parle toujours de la note juste, il faut que tout soit juste, carré, etc. Mais lorsque quelqu'un sort une fausse note, évidemment, elle est pas très juste. On ne va pas faire comme le film, hein. Mais finalement, cette notion de note, de fausse note, on a l'impression finalement que cette fausse note, elle est peut-être plus précise psychologiquement. On dit, j'ai donné ma fausse note, j'ai donné le meilleur de moi-même. Là, bon là, elle est pas très, elle fait un peu juste, mais là, pardon, voilà, là, elle est super fausse. Là, je joue, je m'amuse, mais là, superbe. Mais l'engagement est là, est 2 fois plus fort que finalement que la note juste. C'est bon, enfin, c'est un très... Pardonnez-moi, j'ai chanté un peu fort. Et c'est ça la notion de la fausse note. Et Inès, dans le groupe Résilience, par exemple, qui chantait pas très juste, et ben, j'ai mis 2... elle voulait chanter Je vole. Vous savez la chanson Je vole. Mais elle chantait pas très juste. Mais ce n'était pas une question d'oreille interne, voilà, c'était aussi une condition, la vie, etc. Et je lui dis, bah, on va chanter, on va y arriver. Et je l'ai fait travailler pendant 1 an et demi. Et 1 an et demi plus tard, elle a chanté Je vole au concert. Un peu en solo, je l'ai accompagnée un peu pour la voix. Et il y avait une note, justement, qui était fausse. On n'arrivait pas à la capter. Et je lui ai dit, bah, dans ce cas-là, c'est moi qui chanterai cette note, cette fausse note, que je transforme en note juste, pour que ce soit dans la ligne. La fausse note, je la prends, ta fausse note, je prends ton engagement et je donne la justesse. Et elle a chanté, elle a réussi. C'est une belle histoire. Et alors il y avait une 3e vidéo qui parle plus là de ton travail technique, on va dire, ou orthophonique, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et c'est un travail que évidemment, tu as amassé tout un tas d'exercices qui peuvent servir aux autres. Et je suppose que du coup, à partir de ces exercices, tu en as fait aussi ta méthode de travail dans Accroche-Notes. Et donc, ça peut être intéressant de voir cette vidéo aussi. J'explique, je fais une petite introduction par rapport à cette vidéo. Donc, c'était la période où justement, c'était après Saint-Cloud et tout ça. Donc, j'ai réussi à récupérer un petit peu de mobilité aussi, moins de douleur, parce que j'ai eu le dos cassé. Donc, j'ai cassé, mais j'avais encore de grosses douleurs. Donc, je suis très bavarde dans la vidéo,
Mais j'ai essayé de réaliser les points et de retrouver, réarmer un peu le larynx, parce que finalement, je dois chanter un peu différemment. Enfin, Elisabeth, tu peux trouver un axe pour avoir moins de douleur. Voilà. Donc, je suis pas là. Moi. Je suis un peu dynamique parce que le concert arrivait une semaine après. Voilà. Donc, je prends à partir de là où on avait dit, hein, à peu près. Je pense que je parle des médicaments. Alors, du coup, je vais de nouveau partager l'écran. Le 2 encore. Et le dre, ça va. Parce que comme il y a eu parce que ça, c'est dental. Exactement. Il n'y a pas le dre, vous sollicitez pas du tout les lèvres, alors que le p, le p et le b, ça c'est pénible. Donc oula. Demain, le bourreau va les pendre, d'accord, ok. Ils aimaient bien leurs enfants, tout va bien. Ils aimaient bien leurs parents, le peu, il revient. Ils aimaient bien leurs... Ouais. C'est bien leurs parents, hein, le texte. Ouais. Ils aimaient bien leurs parents, pareil. Là, ça vous Ils a fait mal. aimaient bien leurs parents. Ouf. Donc, c'est-à-dire que comme j'ai mal avant, je peux avoir mal après. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'il faut juste que la douleur soit pas trop intolérable. Et pas qu'un peu, on laisse tomber. Moi, alors attendez, là, je vais les mettre en rouge quand même. Donc là, et pas qu'un peu de vin rouge et d'amour. Vous avez vu le bordel? Pas qu'un peu. C'est bien ça. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu le vin rouge et d'amour. Ah, moi j'ai dit 2 vins rouges, c'est pas grave. Je laisse comme le chou. Et pas qu'un peu. En fait, le pas qu'un, ça va. Je dis j'ai mal de toute façon. C'est le pas qu'un peu. Et le peu, alors là, laisse tomber quoi. Le pas qu'un peu. Pas qu'un peu, parce que je tiens la note, donc je dois tenir. Parce que pas qu'un, sur E. Pas qu'un, c'est je reviens dans le 1. Je reviens dans le. Voilà, il y a le P et le E. Voilà. Donc vous faites feu. Pas qu'un peu. Alors. Et pas qu'un peu. Ouais, c'est pas très joli. Et alors avec la posture. Et pas qu'un peu. Oui, c'est possible avec la posture. Ouais. Je pense que vous pouvez vous aider. Là, les abdominaux vont beaucoup travailler sur la force. Travailler un peu comme un ventriloque. D'accord. Ensuite, de vin rouge et d'amour tout roule, mais quelque chose manquait. Le quai aussi, un petit peu. Mais c'est léger. Hein. Mais comme j'ai mal, j'en profite. Mais quelque chose, c'est ça. Mais quelque chose. Mais quelque chose manquait. Un petit peu limite. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois rester en suspension. Le est, parce que c'est. Alors, il faut essayer de faire au fond est. Ah oui. Alors. Je comprends. Mais quelque chose manquait. Plus bas en fait. Faut que je mette l'arrangé. Mais quelque chose manquait. Oui, exactement. Faut que je descende. Faut le reculer en fait. C'est pas naturel, mais ça permet d'aider en fait quand même. Parce que c'est chouette ce qu'on fait. De toute façon, c'est une compensation. Chose manquait. D'accord. C'est une façon de compenser. Ça va, le timing est bon? Ouais. Oui, par rapport à votre... Qu'il ne pouvait expliquer. Et le pareil là. Le quai. Là, c'est... Je le pose vers le bas. Enfin, c'est... En fait, ouais. Quelque chose manquait qu'il ne pouvait expliquer. Tout à fait. Vous le faites en laryngé, en guttural, on va dire. Après, c'est une façon de compenser. C'est pas la vraie articulation, mais vous compensez sans douleur. Et c'est toujours toi, liberté, des beaux jours. Tout va bien. Puis après, ça va. Après, on passe à... Et là, vous voyez, quand vous avez dit des beaux jours, vous avez quasiment des beaux jours. Non, parce que c'est... Vous l'avez même pas fait. On voit même pas que vous faites un... Ah bon? C'est toujours toi, c'est ça? C'est toujours toi, liberté, jour. Parce que j'utilise la zabdo. Mais quand on articule, c'est pas facile. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit vos abdominaux les guides. Hein. D'accord. Parce que c'est ce qui va vous soutenir pour tout ce qui est
tous les sons, comme vous dites en laryngé, vous allez très peu solliciter la bouche, les lèvres, comme un ventriloque en fait. Vous connaissez un ventriloque? Pas du tout. Ça m'intéresserait. Pas du tout, du tout. Il n'y a pas d'urgence, hein, mais j'aimerais bien. Je n'ai absolument, à part les ceux qu'on voit à la télé et que je trouve ridicule. C'est magnifique. Alors, est-ce que tu as trouvé un ventriloque depuis? Moi. Mais en tous les cas, ce qui est... Ah bah voilà! Bah voilà! Voilà le copain. Le travail, l'orthophoniste, c'est une orthophoniste qui est remarquable. Je veux dire, elle est... Alors, j'étais très bavarde sur la vidéo parce qu'il y avait le concert. Hein. Et j'avais pas mal. Alors, je me dis, comment je vais faire? Donc, c'est pour ça. Hein, c'est une passion atmosphérique. Armel, il y a une petite question de Morales qui demande, vous venez de citer les fascias, quel type de travail faites-vous concernant la voix? Alors pour la voix, au niveau du larynx, bon, j'incite, parce que j'ai quelques élèves qui je donne donc je les incite vraiment à ressentir évidemment l'aspect, le corps, etc. Mais surtout, je suis suivie par une professeure de technique, Alexander. Je sais pas si vous connaissez. Une technique par le biais. Alors, j'essaie de résumer, c'est pas facile. C'est de rééquilibrer, enfin, pour moi, enfin voilà, pour Armel. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je connaissais un peu la technique par Tony Ramone quand j'étais à la maîtrise. Donc ça date. Hein. Et en fait, j'ai réalisé que je pouvais rééquilibrer un peu ma force, rééquilibrer mon corps, redonner confiance en moi et pouvoir, comment dire, par exemple, si j'ai beaucoup de force à la main, je rééquilibre avec d'autres zones musculaires. Et à partir de là, quand je relâche les muscles, justement, il y a des systèmes de fascia, ou par exemple les abdos, où je dis, vous devez connaître ça, le professeur, de relâcher le ventre. Vous savez, par exemple, ça. Et en fait, j'ai réalisé que en prenant axe voilà, c'est comme si au lieu de prendre je sais pas comment, c'est pas facile d'expliquer. Par exemple, je prends cette boîte, on la prend en main, on serre, il y a un serrage forcément musculaire. Mais en fait, c'est un peu comme les fascias au niveau de la peau. Il y a la peau et puis ensuite il y a un peu de graisse. Hein. Là où par exemple, au ventre, c'est plus facile. Là, je suis debout. Là, je suis assise. Voilà, je suis debout. Voilà, il y a l'aspect fascia. Et en fait, je réalise que je peux englober avec ma main la zone. Et en prenant cet axe, en reprenant cet axe, voilà, au lieu de faire un serrage en disant voilà, je prends en main voilà, la graisse par exemple, je relâche un peu la main, j'englobe. Et à partir de là, j'arrive à masser, par exemple à détendre les zones, en prenant, finalement, en réalisant un tout petit mouvement, très très léger. Et c'est à partir de là que j'arrive à relâcher. Enfin, je fais des tests sur moi avant de le faire sur les élèves, hein, mais à relâcher vraiment le corps, c'est incroyable. Un relâchement. Et donc, comme je relâche la zone, par exemple, je reprends par exemple, je vais prendre la boîte, au lieu de la prendre comme ça, je la prends en main, c'est super. Il suffit de la prendre vraiment. Voilà, c'est un peu la technique Alexander, en disant voilà, capable de reprendre le plus léger possible, plus légèrement possible, un objet. Et à partir de là, comme je prends conscience finalement de cette légèreté, j'arrive à justement à mesurer et je ne sais pas comment expliquer ça, mais vraiment à relaxer et relâcher. Tout simplement, vous voyez. Faire des mouvements très appuyés pour détendre, par exemple, la zone. Je minimalise. Et c'est à partir de là que j'ai une oreille, hein, je ressens les choses et j'arrive à trouver la zone de blocage, le serrage vocal. Il n'y a pas que le serrage vocal, il y a aussi au niveau du cou derrière. Donc on fait comme la peau du cou, vous savez, comme les chats, hein, les chatons, on les prend par la peau du cou, par exemple. Et je fais le même travail, sauf que je ne pince pas. Je prends acte du cou
je l'engage vers l'arrière et à partir de là, je me sens beaucoup plus droite, c'est tout simple. Peut-être c'est bizarre comme technique, mais je prends acte de mon corps, je dis voilà, je suis là, je suis en axe, je prends l'axis là, je ressens mon visage, mon corps, détente. Je suis là, il y a mon ventre qui gargouille, c'est bon signe. Je mets ma main gauche au niveau du ventre, je relâche le ventre parce que les gens ont du mal à relâcher le ventre. Hein, ils craignent un petit peu que la graisse, parce qu'on a mangé. Alors je dis, bah, imagine que tu as mangé un bon burger, bon burger frites, tu relâches, là, tu es droite, tu es en toi, tu es ancré, et là tu sens ta colonne vertébrale. Tout ça, c'est mon axe. Est-ce que tu peux peut-être rappeler ce que c'est les fascias? Alors les fascias, j'ai un peu de mal encore parce que c'est au niveau de la peau, voilà, au niveau de, comment expliquer ça? C'est la zone en dessous de la peau. En dessous de la peau, il y a la masse, enfin, pas facile pour moi. En fait, c'est la zone qui est avant les muscles. Comment dire, au niveau de la peau, j'ai vraiment du mal. Excusez-moi. Hein. Voilà. Vas-y, les... Tu veux que je prenne le relais? Alors, les fascias, c'est un terme qui a plusieurs sens. D'une part, sur le plan médical, les fascias veulent dire quelque chose de particulier, et au niveau du plus grand public, je dirais. Alors, grand public, c'est pas du tout méprisant, hein, mais c'est pour les gens qui n'ont pas de connaissances anatomiques, dans le sens le vocabulaire anatomique. Donc, les fascias, pour les médecins, ce sont les enveloppes des muscles. C'est comme des aponevroses, c'est comme du tissu. Vous savez, quand vous mangez un steak, vous avez parfois du blanc dans le steak. Souvent, on dit c'est des nerfs. En fait, ce n'est pas des nerfs du tout, c'est du tissu fibreux qui enveloppe le muscle. Alors, soit enveloppe globalement le muscle, soit enveloppe des parties du muscle. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est qu'au niveau tissulaire, un fascia. Alors, dans le grand public, les fascias, c'est plus les couches successives qui construisent notre corps. Et effectivement, comme Armelle le dit, sous la peau, et notamment sous la peau du cou. Donc, vous avez la peau, qui est un tissu particulier. Ensuite, vous avez une petite couche de graisse, alors qui est différemment épaisse en fonction des gens. Il y a des gens qui ont beaucoup de graisse, d'autres qui en ont moins. Puis ensuite, vous avez un muscle qui est presque adhérent à la peau. Puis ensuite, vous avez à nouveau une couche de peau. Puis vous avez des enveloppes, donc du tissu conjonctif, qui va séparer les différentes loges du cou. Et donc, les fascias, dans le grand public, encore une fois, ce sont tous ces tissus qui doivent glisser les uns sur les autres et qui peuvent parfois, à cause soit de pathologie, soit de chirurgie, s'accoler les uns aux autres. Et donc, quand ils s'accolent les uns aux autres, ils vont gêner le déplacement des structures les unes par rapport aux autres. Donc, le fait de travailler les fascias, alors je ne sais pas, là je te redonnerai la parole, Armelle, hein, c'est de repermettre le glissement un petit peu de tous ces tissus les uns par rapport aux autres. Voilà. Dans certaines zones, alors pas forcément que l'avant, mais aussi ailleurs au niveau du ventre, parce que j'ai un méga côlon, voilà, un côlon qui est trop long, alors, voilà, ça crée des petites misères. Et j'ai réalisé, grâce à la technique Alexander et mon professeur qui m'a beaucoup parlé des fascias, ça me disait quelque chose, mais c'était très vague. Ben, j'arrive à me relâcher, à me relaxer au lieu de vraiment de... Parce que évidemment pour le circuit digestif, on m'a toujours conseillé de faire un massage un petit peu dans les sens des aiguilles d'une montre. Et au lieu de faire ce travail un peu de massage en disant j'appuie, j'ai pris en main mon ventre, je dis voilà, je suis là, et j'ai pris ces couches voilà, et au lieu d'appuyer, j'ai réussi à redonner, à redonner une fluidité, enfin je sais pas, quelque chose de fluide, et en fait j'arrive beaucoup mieux à vivre, à gérer mes problèmes digestifs en faisant ces exercices, en prenant acte voilà, avec ma main, et en plus, comme je donne moins d'énergie, de force dans mes mains, j'ai beaucoup moins mal aussi au niveau, en lien avec ma maladie.
C'est vraiment incroyable. C'est une méthode, hein. C'est beau. Ça fait j'ai moi-même. Et du coup, tu l'utilises pour travailler la voix. Oui, on l'utilise pour travailler la voix et j'arrive à justement à détendre déjà les lèvres de la personne. Des petits, voilà, des petits mouvements. Alors peut-être pour certains, ça va rien leur dire, mais j'arrive à justement l'élève découvre aussi son larynx parce que les gens, enfin, les personnes oublient, enfin, d'après moi, de toucher son larynx. Il y en a qui ont peur. J'ai un élève qui a peur justement de faire ce mouvement-là. Il me dit, ah, j'ai peur, ça peut penser au tuyau de la douche. Hein, j'ai l'impression de prendre ma douche dans la salle de bain, ça fait le même effet. Et donc, à partir de là, je lui dis, tu n'es pas obligé de faire ça tout le temps, mais de temps en temps, tu prends acte de ta voix. Essaie de ressentir, de voir si tu as des zones qui te font mal. Alors, évidemment, je ne suis pas ostéopathe ni kiné, mais ressentir un peu les zones et relâcher, relâcher, relâcher. Faire des petits mouvements. Je crois que c'est lié aussi au côté psychologique de la personne. Il y a des choses qui peuvent remonter. Une fois, j'ai fait pleurer une personne. Elle me dit, oh là, mon Dieu, j'ai quelque chose qui me fait dégager. Je ressens quelque chose. Mais après, c'est psychologique, hein, physiologique. Mais il y a une énergie. Enfin, voilà, ça peut permettre d'aider. Je ne suis pas médium, Annie, mais ça fait du bien. Si ça fait du bien. Et si tu sens la douleur, c'est que tu as envie, c'est que c'est envie. Bon, c'est comme avec le nerf de tout à l'heure, le son du nerf. Mais comme tu disais tout à l'heure, peut-être que ça redonne tout simplement un peu de fluidité. Et dans le travail que tu as fait et qu'on te voit faire avec l'orthophoniste, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu arrives à recréer des équilibres finalement, recréer un modèle. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire les choses avec un modèle, mais tu peux en inventer un autre finalement et qui te permet aussi d'obtenir des résultats satisfaisants, mais qui vont peut-être faire moins mal. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant du coup. Alléger Au départ, je me disais, je vais essayer d'alléger la douleur. Comme une crème fraîche qu'on achète au supermarché, allégée à moins 25%. Je disais, si je peux alléger ma crème, si je peux alléger les douleurs, c'est déjà pas mal. Hein. Mais pendant l'exercice, là, c'était vraiment très dur parce qu'il y avait, bah voilà, la douleur revient. Même une fois, ça m'arrive, hein, sans opiacé, d'avoir la douleur persistante. Et d'ailleurs, quand tout à l'heure, enfin, évidemment, je me connais par cœur, mais tout à l'heure, dans la vidéo où je chantais l'adagio, le serrage revenait. Donc, je m'obligeais à changer la couleur de la voyelle, de faire un AO, parce que le A me faisait un serrage, donc je me resserrais. C'était horrible. Non, pas ça. Alors, je m'obligeais à faire un O et utiliser les lèvres pour éviter de serrer trop vite la mâchoire. C'est incroyable. Et là, à la fin, ça serrait. C'est un forcing, mais à la allégé. Je dis, bon, bah, j'essaie de l'équilibrer. Et alors, est-ce que tu veux bien nous présenter ton nouveau copain avec qui tu t'entraînes depuis un moment sur la ventriloquie? Voilà. D'ailleurs, ça serait un sujet très intéressant pour la Maison de la Voix, la ventriloquie. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui serait prêt à nous faire une conférence. Voilà. Alors, c'est qui ce nouveau personnage qui t'accompagne depuis un moment? C'est arrivé lors du confinement. En rangeant mon lit, j'ai découvert que je pouvais parler à la bouche fermée. Et ça fait longtemps que je cherchais un ventriloque. Vous voyez, cette vidéo, elle date d'1 an et demi. Donc, déjà, la psychique qui travaillait, et je me dis, c'est peut-être la ventriloquie qui pourrait m'aider, qui pourrait me sauver des douleurs. Parce que la français, non, je t'en comme ça. Non, je sais, viens ici. Alors, si je fais comme ça sans marionnette, ça fait bizarre, quoi. Alors, et puis, alors, j'ai un oiseau chez moi. Un petit oiseau, je me permets, hop.
Lafayette. Ça va? Tout à fait. Elle va monter là, risque de faire schlac-schlac. Je vais essayer de l'engager. Tiens, mets-toi là. Voilà. Ça va? Alors, elle a accepté la marionnette. Au départ, elle était un peu jalouse. Elle avait un peu peur. Bonjour, ça va? Comment c'est aujourd'hui? Alors, je Lafayette, ça m'a dit, ça gna gna gna. Bon, elle a compris que c'est moi. Hein. Oui, c'est moi qui fais gna 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 gna. Elle a compris. Oui, oui, t'inquiète. Hein. Elle parle pas, c'est moi. Donc, voilà, j'ai appris un peu à ventriloquer et surtout à relâcher une musique. Bonjour, voilà, elle a trina, nanana, et c'est Nadie qui ressort le satin, nanana. Arrête de rigoler. Alors, rigoler, parce que j'ai un léger sourire, j'apprends. Hein. Donc, normalement, le ventriloquie, c'est quoi ça? Dire bonjour, c'est ça. Normalement, on doit faire comme ça. Et je trouve ça chiant. La gueule. Alors, on sourit un peu, c'est pas bien, mais bonjour, voilà, la signée, c'est Arnel, quoi. Donc, on chante ensemble, on fait des choses ensemble. Et qui sa tête, qui voilà, je chante avec lui. Et elle chante pas. Ben non. C'est un oiseau qui chante pas. Mais par contre, grâce à elle, j'ai appris les mimiques des oiseaux. Comment bouger la marionnette. Voilà, j'ai appris à bouger la marionnette. Et maintenant, on est demandé à chanter dans les associations, dans les choses comme ça. Et elle a fait encore, il y a des choses encore à voir. Hein. Mais c'est pas mal, on se déroule tout à fait normal. Voilà, on vous en reste très tard. Tenez le coup, hein, parce que tout est aussi dans la vie. Nanani, nani, nani. On vide la tête. Et les ventriloques sont très vulgaires. Sont plutôt vulgaires. Il y a Panaploc, chef Panaploc, parce qu'on dit plein de gros mots. On lâche prise. Donc c'est une thérapie aussi pour moi. Alors, heureusement qu'elle dit que t'as trop de gros, hein. Espèce de vieille dite. Nanana. Eh oh, c'est quoi ça, la vulgarité? Non, mais oh, faudra dire, garde quoi ça, hein. Sinon, je suis dans les petits doucement et je vous aime très fort. T'es tataillé. Vous rappelez tes tataillés? T'étais un tataillé comme ça. Donc là, tu as utilisé finalement le fait que tu n'arrivais plus à fabriquer certaines consonnes, etc. Tu t'es vraiment beaucoup entraîné donc à l'intérieur de la bouche sans bouger les lèvres finalement et la mâchoire, à refabriquer, à recréer des petits moules pour chaque consonne et qui donne la possibilité du coup à ton perroquet qui s'appelle comment tu t'appelles le perroquet? Excusez-moi, je m'appelle Nestor, les contre-ténors. Nestor, les contre-ténors. Il y a aussi une copine qui arrive, on a les nouvelles. Hein. Ernestine. Parce que alors, j'en ai deux, pas plus. Hein. Voilà. Le larynx haut et puis le larynx bas. J'ai bon. Alors, cette marionnette, alors j'apprends, hein, c'est le nom. Bonjour. Oh, le larynx bas. Bonjour. Alors, Lafayette, elle a très peur, elle s'est barrée. Hein. La marionnette, vous savez, des émissions américaines. Aïe, excusez-moi. La marionnette, la pas porcine. Les trucs américains, les Flagel Rock. Non, pas les Flagel Rock. Je vais y arriver. J'arrive plus. C'est une marionnette d'un truc américain. Et donc, je l'appelle Ernestine, mais elle ne chante pas. Elle va donner des leçons pour bien parler, pour éviter d'être vulgaire. Donc, ça fait un peu duchesse. Et ça, c'est la voix laryngée haute. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui, alors? Tu t'es enleigné aujourd'hui? Bonjour. Voilà, ma géante. Et dans la laryngée haute,
Moi, je chante. Et moi, je t'apprends à parler correctement. Oh! C'est une jolie manière de terminer cette conférence. Voilà, tu nous montres qu'on peut faire beaucoup de choses avec sa voix finalement. Même s'il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire, on peut quand même encore bien s'amuser et créer des personnages. Et merci à vous deux, hein, enfin vous trois, finalement d'avoir accepté euh, de témoigner pendant cette conférence. Est-ce que, parce on arrive à la fin des 2 heures et bravo Armel, tu avais un peu une inquiétude sur tenir 2 heures, et ben tu vois, ça a passé vite, très vite. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont envie de poser des questions, de faire de faire des réflexions, voilà. Même dans le négatif, il y a toujours du négatif et du positif. C'est comme la pile. Hein. Allez-y. N'hésitez pas, vraiment. Et mon objectif, c'est que j'ai réalisé que je transmettais beaucoup de choses de valeur pour les orthophonistes, les étudiants orthophonistes. Et donc, j'espère que lorsque l'actualité se calmera pour le Covid, pouvoir être de nouveau en intervenante pour les étudiants orthophonistes. Ah, il y a un message. Merci beaucoup Armel. Voilà. Et il y a aussi Sabine qui disait tout à l'heure que ça permet de relâcher toutes les petites crispations qu'on peut avoir et qui peuvent gêner le mouvement du larynx. Ça, c'était par rapport à ce que tu disais, je suppose, par rapport au fascia. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé aussi du livre Pop-up d'Elisabeth Périfonta. Bah oui, parce que ce livre, ben, c'est un très beau livre qui permet de comprendre comment fonctionne la voix. Donc, effectivement, et c'est en pop-up et il y a plein de choses qui bougent et c'est ça qui est vraiment magnifique dans ce livre. Donc, je vous encourage à aller voir. Donc, c'est sur ton site, Elisabeth. Peut-être qu'on peut mettre juste la référence de ton site. Et il y a une étudiante orthophoniste, effectivement, qui dit toute votre expérience est très enrichissante. Voilà. Et là, Elisabeth vient de poster donc le site où vous pouvez trouver le livre. Moi, je voudrais dire un très grand merci à Armel pour ce partage, hein, parce que je pense qu'effectivement, c'est vraiment important de partager et je trouve ça magnifique ton engagement et un peu à tous les niveaux, là, tout ce que tu fais pour faire avancer les choses, parce que je suis convaincue que ça fait avancer les choses et c'est important. Donc, merci beaucoup pour cet engagement, pour ce partage. Je me sens moins seule aussi vis-à-vis de j'ai mon adresse site web Accroche-Cœur. Je vais vous mettre. Voilà, c'est de me suivre et puis de savourer un peu des choses rigolotes. Ça fait du bien un petit peu de joie de vivre. Donc, de Claire, merci énormément. Je suis également étudiante en orthophonie et ça me donne vraiment envie de me former davantage et d'en apprendre toujours plus. Ce témoignage était d'une telle richesse. Et là, il y a Armel qui vient de poster du coup le site d'Accroche-Cœur. Un immense merci d'une autre étudiante en orthophonie. Votre témoignage m'aura beaucoup apporté. Merci à toutes. Merci passionnant, encourageant, ancré et vivant. Chantons donc. Merci Armel. Vous travaillez avec quel orthophoniste s'il vous plaît? C'est où? Et c'est difficile de trouver des orthophonistes qui travaillent sur la voix parlée et chantée. Ce que je voulais dire, si j'ai bien réalisé par rapport à ce que j'étais allée voir les orthophonistes, ils m'ont expliqué que dans le sein de leurs études, ils apprenaient les bases en fait, techniques.
Mais qu'en fait, il y a des orthophonistes, après, une fois qu'elles sont eh bien, elles perdent un petit peu, enfin, elles aimeraient travailler sur la voix, mais il y a très peu d'orthophonistes vraiment qui s'engagent pour une spécificité. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Elisabeth, mais il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes pour la rééducation pure vocale. Enfin, Alors, il y en a, on n'a pas forcément, on ne sait pas forcément qui fait de la rééducation vocale ou qui n'en fait pas, mais il y a quand même beaucoup d'orthophonistes qui s'intéressent à la voix et qui se forment énormément en permanence. Et il suffit d'aller sur Facebook et vous verrez qu'il y a énormément de groupes dédiés à l'orthophonie et à la voix. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas d'annuaire, on n'a pas de liste à donner pour des gens qui s'intéressent à la voix, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, le problème, c'est peut-être d'y accéder, mais je pense qu'il faut profiter des réseaux sociaux et pas hésiter à poser. Donc, il y a par exemple orthophonie et voix, mais il y en a tout plein dont les noms, les noms forcément m'échappent. Mais si vous tapez orthophonie voix, vous verrez sur Facebook arriver à un très grand nombre de groupes. Et je pense, n'hésitez pas à poser une question, à envoyer un message. Et à ce moment-là, vous aurez accès à un nombre vraiment très important d'orthophonistes qui se passionnent aussi pour la voix. Ah, d'accord, orthophonie, voix. C'est bien. Ouais. Vraiment, hein, là vous verrez, il y a vraiment beaucoup de monde et des gens qui sont vraiment des passionnés aussi. Donc qui se forment et qui forment les gens et qui développent des techniques. Et, dans la voix, ça passionne beaucoup de monde et en particulier les orthophonistes. Et la dernière chose, je m'arrête là, la neurologue, je suis suivie par professeurs, on va dire un grand professeur neurologie, et elle m'a dit c'est miraculeux que vous puissiez continuer de chanter, de faire des paroles. Voilà, mais vous avez réussi. Et pour elle, elle trouve ça extraordinaire. Elle m'a dit vous êtes un exemple. Elle m'a dit continuez de transmettre. Allez-y. Tu sais, il y a un vieux phoniatre qui disait que ce qui est important dans la voix, ce n'est pas l'organe, c'est-à-dire ce n'est pas les cordes vocales, ce n'est pas l'appareil phonatoire, c'est ce qu'on en fait. Et donc ça veut dire que quel que soit l'état dans lequel se trouve l'appareil phonatoire ou un des organes de l'appareil phonatoire, il y a toujours possibilité de faire de la voix. Et ça, c'est vraiment moi, c'est pour ça que c'est une spécialité que j'adore, parce qu'on peut toujours faire quelque chose. Et tu nous l'as montré aujourd'hui, hein, je crois. Et moi, je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup d'élèves orthophonistes qui étaient là ce matin et qui s'intéressent du coup à la voix. Donc, c'est la tradition dans nos conférences, c'est de se dire au revoir et d'entendre vos voix. Du coup, je vous propose d'allumer vos vidéos et surtout vos micros et qu'on puisse vous entendre, nous dire un petit mot avant de nous quitter. Donc, les micros peuvent s'ouvrir. Merci, et un énorme merci à Armelle d'avoir accepté de venir témoigner ce matin et d'avoir accepté cette conférence. Et puis à bientôt. Donc, la prochaine conférence, ça sera sur la voix et le masque, les difficultés qu'on peut avoir. Ça, c'est jeudi prochain, donc le 28. Et puis ensuite, on aura dans 2 semaines... on aura le plaisir de recevoir David Breton, donc, qui va venir aussi nous parler de son point de vue de la voix. Vous retrouverez en tous les cas toutes nos conférences sur notre site Courant d'Art. Donc, vous pourrez revoir également celles qui sont déjà passées en replay. Voilà, et vous pourrez voir donc toutes les thématiques qu'on va aborder ces prochains temps. Donc, sur notre site courantdart-voix.com. Merci à Elisabeth, merci à Armelle, merci à tous ceux qui étaient là ce matin et vos micros sont ouverts pour qu'on entende vos voix. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. C'était super. Merci.